Il existe des matins où l'air semble retenir un secret, où chaque souffle du vent murmure un avertissement qu'on refuse d'entendre. Ce matin-là, dans les terres froides du Colorado, un homme allait découvrir quelque chose qu'aucune vie ordinaire n'est faite pour supporter. Avant même qu'il n'ouvre la porte de son écurie, Joseph eut cette sensation étrange, une présence. Pas celle d'un animal, ni celle d'un rôdeur. Non, quelque chose de plus intime, de plus inquiétant, comme si une voix ancienne l'attendait dans l'ombre. Et quand il vit la silhouette recroquevillée contre son cheval, et qu'un murmure s'échappa de ses lèvres gercées, il sentit tout son corps se figer. Elle venait de prononcer le nom de sa femme morte. Et à cet instant précis, Joseph sut que rien, absolument rien, ne serait plus comme avant. L'hiver de 1868 mordait encore la terre lorsqu'il sortit de sa petite cabane, bottes lourdes écrasant la neige gelée. Le soleil n'avait pas encore franchi la crête, et le monde semblait tenir son souffle. Depuis 4 ans, Joseph vivait seul, isolé volontaire dans les hauteurs, fuyant les regards, les questions, les souvenirs. Depuis la mort de Margaret, il n'avait gardé que le silence pour compagnon. Un silence qu'il avait lentement rongé. Il avança vers l'écurie, poussa la porte, et l'odeur familière du foin tiède l'enveloppa. Puis un mouvement attira son regard. Quelque chose, quelqu'un était blotti près de son cheval. Par réflexe, sa main trouva la poignée de son couteau. Il s'approcha, lentement. C'était une jeune femme, pas plus de 23 ans. Une silhouette amaigrie, transie de froid, drapée dans un châle déchiré, les doigts crispés sur une couverture de sel. Ses pieds étaient nus, enroulés de tissu, ses vêtements durcis par la glace. Joseph s'agenouilla, prêt à vérifier si elle respirait encore, lorsqu'elle murmura, d'une voix presque éteinte. « Marguerite, pardonne-moi. » Joseph sentit son cœur s'arrêter. Marguerite. Le nom de sa femme. Un nom que personne, ici, ne connaissait plus. Il recula de 2 pas, comme si le sol venait de s'ouvrir sous lui. La lumière de la lanterne éclairait le visage de la jeune femme, pâle, méconnaissable. Pourtant, ce nom. Elle ouvrit soudain les yeux et sursauta en le voyant. Sa tentative pour se relever échoua, ses jambes tremblaient trop. Elle recula en rampant, cherchant désespérément quelque chose à saisir. Ses doigts trouvèrent un vieux manche de fourche, qu'elle tenta de brandir. En vain. Joseph leva doucement une main, sans hostilité. « Pourquoi as-tu prononcé ce nom ?» Elle se figea, haletante. « Quoi ?» Il avança d'un pas. Aucun couteau dégainé, seulement ce regard dur, brûlé par la mémoire. « Marguerite. C'était ma femme. Elle est morte il y a 4 hivers. Personne ici ne le dit. Personne. » Le silence retomba, lourd. La jeune femme déglutit. « Je m'appelle Léna, murmura-t-elle. Léna Hart. » Ce nom heurta Joseph comme un coup. Il se souvenait d'elle. Une servante maladroite, timide, presque invisible. Marguerite l'aimait bien. Elle lui apprenait à lire, à cuisiner. Puis il y avait eu l'incendie. Et plus personne n'avait revu Léna. « Tu étais censée être morte, dit-il d'une voix tendue. » Léna baissa les yeux. Tout le monde l'a cru. J'ai laissé faire. Pourquoi ? Elle inspira, honteuse. Parce que c'est moi qui ai causé l'incendie. La mâchoire de Joseph se crispa. Léna parla d'une voix tremblante, racontant la bougie tombée, les rideaux, l'huile, le feu qui avait tout emporté. Elle avoua avoir fui, persuadée que Marguerite dormait encore. Elle n'avait jamais imaginé que celle-ci serait retournée dans la maison pour la chercher. « J'ai vécu avec cette nuit dans la tête, » dit-elle en étouffant un sanglot. Chaque jour. Chaque repas. Chaque silence. Joseph détourna le regard. Le soleil traversait les planches du toit, dessinant des traînées de lumière dans la poussière suspendue. Son cœur se serra. « Elle est morte là-dedans, » souffla-t-il. « Et c'est moi qui ai enterré ce qu'il en restait. » Léna hocha la tête, incapable de relever les yeux. Un long silence pesa entre eux. Le vent geignait contre les parois, le cheval reniflait doucement. Joseph sentit quelque chose se fissurer en lui. Ce n'était pas la colère qu'il avait tant imaginée, mais une fatigue profonde, ancienne. « Tu aurais dû rester, » dit-il d'un ton sec. « Assumez. »« J'avais 17 ans, » répondit-elle d'une voix presque enfantine. « Je ne savais rien. J'ai couru. Et j'ai continué à courir. » Joseph ouvrit la porte de l'écurie. « Va-t'en. » Léna se leva lentement, tremblante. « Je comprends. » Elle fit un pas. Puis un autre. Jusqu'au moment où Joseph vit ses jambes fléchir, comme si la neige, dehors, n'attendait qu'elle pour refermer sa tombe. On dit que certains lieux retiennent la vérité comme une blessure qui refuse de guérir.
Et ce matin-là, sous la neige encore fraîche, Joseph comprit que ce qu'ils allaient réveiller dans ces ruines n'était pas seulement un souvenir, mais quelque chose qui n'avait jamais cessé de les suivre. Léna fit 2 pas dehors, serrant son châle contre elle, la tête basse. Les flocons se posaient déjà sur ses épaules lorsqu'elle vacilla légèrement. Joseph la regarda s'éloigner, le souffle court, puis lança d'une voix sèche. « Si tu veux vraiment être pardonnée ?» Elle s'arrêta net. « Reste. » Elle se retourna, les yeux agrandis par la peur. Joseph ne bougeait pas, mais son ton avait changé, moins coupant, plus chargé d'une intention qu'elle ne parvint pas à saisir. « On n'en a pas terminé, dit-il. Il reste une vérité dans ces cendres. Et je compte la découvrir. » Léna ne sut pas si c'était une seconde chance ou une condamnation. Pourtant, elle revint, refermant derrière elle la porte de l'écurie. Longtemps, ils se turent. Joseph mit de l'eau à chauffer au-dessus des braises. Léna s'assit contre le mur, tremblant plus de nervosité que de froid. Le silence avait l'épaisseur d'une attente. Enfin, sans la regarder, Joseph déclara. « Tu dormiras dans le grenier. Il y a une paillasse. » Elle hocha simplement la tête. « Demain, ajouta-t-il, on retourne à la maison. » Léna blêmit. « Je pensais qu'elle avait disparu. »« Pas entièrement, répondit-il. Les os tiennent encore. » La nuit glissa doucement du toit. Au loin, un coyote appela. Sous ce vieux poste de relais, 2 êtres autrefois liés par un malheur devinrent, sans le vouloir, compagnons d'une vérité qui refusait de mourir. Le lendemain, la neige crissait sous leurs pas lorsqu'ils descendirent le sentier étroit. Les pins, chargés de blanc, s'inclinaient comme pour témoigner. La forêt s'ouvrit soudain, découvrant une clairière. Au centre, tel un tombeau éventré, se dressait le squelette de la maison. Les poutres carbonisées surgissaient du sol, noires comme des os brûlés. La pierre du soubassement gardait encore des traces de suie. Là, au milieu, un monticule de cendres et de fer tordus, les restes d'une vie dévorée. Léna s'arrêta au bord du champ de ruines, incapable d'avancer. Joseph continua, ses bottes broyant les fragments gelés. « C'est ici que tout s'est passé, dit-il. Il y a 4 hivers. » Elle s'avança lentement, les yeux glissant sur chaque pierre, chaque ombre. Là où se trouvait l'âtre. Là où reposait le fauteuil à bascule de Marguerite. Chaque détail lui revint, comme une lame effleurant sa mémoire. « Je me tenais là, murmura-t-elle en montrant une dalle fendue. Je faisais la vaisselle. Je regardais la neige tomber par la petite fenêtre. » Joseph resta silencieux, assis sur un tronc calciné. « Elle est ressortie, continua-t-il. Elle avait échappé aux flammes. Mais elle ne t'a pas vu. Elle croyait que tu étais encore en haut. Alors elle est rentrée. Elle a traversé le feu. Quand je suis revenu de la forge, il n'y avait plus que la fumée et le silence. » Léna s'effondra à genoux, les larmes coulant sans retenue. « Je ne savais pas, je croyais qu'elle avait fui. Je pensais que j'étais la seule à avoir couru. » La voix de Joseph se fit dure, mais quelque chose en lui tremblait. « Pendant 4 ans, j'ai nourri ma douleur avec ton visage. Chaque coup de marteau, c'était ton nom. Je t'ai haï chaque matin. Chaque nuit. » Elle baissa la tête, incapable de répondre. Joseph se leva et se dirigea vers l'ancien foyer. Son pied buta contre une pierre déplacée. Il se pencha, dégageant la neige. Un éclat de métal apparut. Il creusa plus encore, mettant au jour une petite boîte en fer, brûlée mais intacte. « Je me souviens de ça, murmura-t-il. Elle y gardait ses lettres. Ses journaux. » Il ouvrit la boîte. La plupart des pages n'étaient que poussière. Une seule avait survécu, bordée de noir, mais lisible. Il lut. « Léna est jeune, maladroite, oui, mais douce. Joseph ne voit que la faute ou la droiture. Moi, je crois qu'elle porte plus de peur que de tort. Et quelque chose n'est pas normal dans cette maison. J'entends des bruits quand je suis seul. Je me sens observé. Je vais lui parler. Je crois qu'elle sait quelque chose, même si elle ne le comprend pas encore. » Le vent fit trembler la feuille. Léna releva la tête. « Elle ne m'a jamais accusé ? » « Non, répondit Joseph d'une voix brisée. Elle pensait qu'il y avait autre chose. Quelqu'un d'autre. » Léna recula, une main sur sa bouche. « Alors je n'ai peut-être pas causé sa mort ?» Joseph regarda les bois, le regard durci. Il est temps d'arrêter de vivre dans les cendres, et de trouver ce qui s'y cache encore. Léna s'avança, le souffle court. Ses pas soulevèrent un léger nuage de suie. Elle posa une main tremblante sur un pilier brisé où pendait jadis la cloche en laiton de la cuisine. « Je m'en souviens, dit-elle. Cette nuit-là, l'huile a sauté. J'ai paniqué.
J'ai couru. Mais quelqu'un était là. J'en suis sûr maintenant. Joseph la fixa longuement. Dans ses yeux, il n'y avait plus seulement le deuil. Il y avait la peur, celle qui naît quand on réalise que le passé n'a peut-être jamais été ce qu'on croyait. Il existe des vérités qui dorment sous la cendre comme des bêtes encore vivantes. Il suffit d'un geste, d'une page retrouvée, pour réveiller ce qui n'aurait jamais dû revenir à la lumière. Joseph s'agenouilla devant l'ancien foyer, sans un mot. Avec des gestes lents, précis, il écarta les débris, soulevant d'une main assurée les tuiles fendues et les couches dessus tassées par les années. Léna l'observait, confuse, incapable de deviner ce qu'il recherchait. Puis il tira une petite boîte de fer, noircie, tordue par la chaleur. Il l'ouvrit. À l'intérieur, des fragments brûlés, des restes du journal de Marguerite. La plupart n'étaient que poussière. Mais une page, bordée de noir, avait survécu. Joseph la lut, la voix basse. Léna est maladroite, oui, mais bonne. Joseph paraît dur avec elle, mais je vois qu'elle a surtout peur. Ce soir, je veux lui parler. Il y a quelque chose dans cette maison que nous ne voyons pas encore. Quelque chose qui rôde. Léna resta figée. Elle a écrit ça? Joseph acquiesça, lui tendant la page. Les mots tremblaient entre ses doigts. Elle ne t'a jamais accusé, dit-il doucement. Elle savait que quelque chose d'autre agissait dans l'ombre. Léna sentit sa mémoire surgir comme une fumée oubliée, le bruit lourd de bottes dehors, la porte arrière qui s'ouvrait alors qu'elle montait l'escalier, un mouvement dans le couloir, un souffle. Elle s'était persuadée que ce n'était rien. Une illusion. Un rêve de jeune fille trop fatiguée. Elle soupçonnait quelqu'un, murmura-t-elle. La voix de Joseph devint plus froide. Elle m'en avait parlé. Des gens qu'elle n'aimait pas, quelqu'un du bourg. Elle n'avait aucune preuve. Elle ne voulait pas m'inquiéter tant qu'elle n'était pas certaine. Les larmes de Léna coulèrent à nouveau, mais cette fois, ce n'était plus la culpabilité seule. C'était la lucidité. Pendant 4 ans, j'ai porté un fantôme qui n'a jamais posé le doigt sur moi. Joseph s'approcha, prit sa main. Elle ne la retira pas. Tu as été la dernière personne qu'elle a tenté de sauver, dit-il. Si elle est retournée dans cette maison, c'était pour toi. Cela compte. Léna s'effondra contre lui, secouée de sanglots. Il l'aida à se relever, épousseta la suie de son manteau. Si tu as eu le courage de revenir ici, dit-il d'une voix ferme, alors peut-être que nous avons la force d'affronter ce qui reste caché. Pour elle, murmura Léna. Ils restèrent immobiles un moment, la neige tombant doucement autour d'eux, recouvrant les ruines, peut-être, une vérité prête à ressurgir. Le retour à la cabane fut silencieux. La fumée montait du toit, mêlant l'odeur du bois brûlé à celle du métal chauffé. À l'intérieur, la chaleur les enveloppa, mais c'était une autre chaleur, plus fragile, qui commençait à s'installer entre eux. Les jours suivants, Léna se déplaça dans la maison avec la discrétion d'une ombre. Elle rangeait, réparait, cuisinait sans bruit. Elle ne voulait pas prendre de place. Pourtant Joseph remarquait tout, sa façon de replacer le sucre exactement où Marguerite le mettait, de plier les couvertures de laine comme elle le faisait. Et parfois, leurs mains se frôlaient. Aucun d'eux ne s'éloignait. Un soir, alors que Joseph limait un fer à cheval à la lueur de la lanterne, Léna descendit du grenier avec une caisse poussiéreuse. Je l'ai trouvée sous la charpente, dit-elle. Des lettres, certaines jamais ouvertes. Ils s'assirent côte à côte. Ils trièrent des factures anciennes, des avis d'église, quelques dessins d'enfants. Puis Léna s'immobilisa. Un mince courrier taché lui avait glissé entre les doigts. Elle le tendit à Joseph. Il n'a pas de cachet. Il déchira délicatement l'enveloppe. À l'intérieur, une seule phrase, tracée d'une écriture dure et familière. Tu ouvres ta bouche, ta maison brûle ensuite. Certains feux ne meurent pas. La mâchoire de Joseph se contracta. Tu connais cette écriture? Demanda Léna. Judson Carroll, répondit-il. Le marchand d'alcool. Léna blêmit. Il expliqua, les barils trafiqués, les familles arnaquées, les femmes intimidées. Marguerite l'avait dénoncé. Elle avait exigé qu'il soit banni du bourg. Elle ne m'a jamais parlé de ça. Elle voulait te protéger. Et me protéger, aussi. Un silence lourd tomba entre eux. Puis Joseph se leva brusquement. On va le trouver. Ils traversèrent la forêt à cheval. Le chemin s'ouvrit sur un ancien camp de bûcherons. Là, une fumée grise se dressait. Une cabane branlante, plantée contre la colline. Joseph frappa. La porte s'ouvrit sur Judson. Plus vieux, plus massif, mais les mêmes yeux froids. Tiens donc, grogna-t-il. Le sauvage est descendu de sa montagne.
Joseph ne broncha pas. Nous avons trouvé ta lettre. Judson eut un sourire mauvais. Il va falloir préciser laquelle. Joseph avança d'un pas. Celle que tu as envoyée à Marguerite. Avant l'incendie. Le sourire de Judson se figea. Cette femme, elle fourrait son nez partout. Tu l'as menacée, répliqua Léna. Et tu étais là le soir du feu. Il éclata de rire. Une petite servante fait tomber une poêle, et moi j'aide juste un peu le destin. Où est le crime? Le sang de Léna se glaça. Joseph, calme, chaque mot taillé comme une lame. Ma femme est morte à cause de ta lâcheté. Judson haussa les épaules. Elle est morte parce qu'elle croyait encore aux gens comme toi. Joseph secoua la tête. Non. Elle est morte en essayant de sauver quelqu'un qui méritait de vivre. Il se détourna. Léna le suivit. Derrière eux, un rire âpre s'éleva entre les arbres, mais aucun des deux ne se retourna. Certains aveux ne guérissent rien. Ils ne font qu'ouvrir la porte vers une vérité plus profonde, celle qu'on redoute de regarder en face. Et ce soir-là, sous la neige qui recommençait à tomber, Joseph comprit que tout ce qu'ils avaient dévoilé n'était encore qu'un début. Le chemin du retour se fit sans un mot, mais quelque chose en Léna avait changé. La culpabilité qui l'avait enveloppée comme une ombre semblait enfin se fissurer. La vérité avait parlé, et elle ne portait plus uniquement son nom. Les flocons tombaient doucement autour d'eux, pareils à des cendres retombant d'un ancien incendie. Quand ils atteignirent la crête dominant la vallée, le vent recommença à pousser violemment contre les pins. Joseph tira sur les rênes et désigna une petite cabane de chasse enfouie dans la pente. « On ne pourra pas rentrer ce soir, dit-il. On attendra la fin de la tempête ici. » Léna hocha la tête. Ses traits paraissaient encore tirés par la fatigue, mais ses yeux avaient retrouvé une fermeté qu'ils ne lui connaissaient pas. Ils attachèrent les chevaux sous l'auvent, puis entrèrent dans la cabane, une pièce unique, sombre, poussiéreuse, mais intacte. Joseph alluma le feu avec quelques bûches oubliées par le dernier voyageur. Ils restèrent un moment silencieux, assis face aux flammes. Le vent giflait les murs, faisant trembler la charpente. Léna resserra son châle, mais la chaleur n'avait pas encore atteint ses souvenirs glacés. Enfin, d'une voix mince, elle demanda. « Pourquoi n'es-tu pas en colère contre moi ?» Joseph mit du temps à répondre. Ses yeux restaient fixés sur le feu. « Si je n'avais pas fait tomber cette marmite, si j'étais resté pour aider, peut-être que Margaret serait encore en vie, murmura-t-elle. J'y pense chaque nuit. » Joseph tourna enfin la tête vers elle. Son visage était indéchiffrable. « J'ai été en colère, dit-il doucement. J'ai passé des années à transformer cette colère en acier. Chaque fer, chaque clou que je forgeais, portait son nom ou le tien. » Il baissa légèrement les yeux, comme s'il revivait ce poids forgé sur son enclume. Mais quelque chose ne cessait de me ronger. Margaret n'était pas une femme qui fuyait. Elle a couru dans un incendie pour sauver quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'était toi. Léna déglutit. Ses mains tremblaient contre son châle. Joseph se rapprocha légèrement, sa voix grave plus posée. Elle ne s'est pas trompée sur toi. Tu ne comprends pas, souffla Léna. Je n'étais rien. Juste une fille maladroite qui ne savait même pas garder un feu sans brûler une maison entière. Il lui prit la main, doucement, presque avec une pudeur nouvelle. Tu étais jeune, effrayé. Et tu as porté le poids de cette nuit plus longtemps que n'importe qui ne devrait le faire. Margaret, elle a vu quelque chose en toi. Quelque chose qui valait la peine d'être sauvé. Les larmes glissèrent sans bruit sur les joues de Léna. J'ai essayé de fuir, dit-elle. Je me suis dit que si je disparaissais, peut-être que la culpabilité finirait par s'éteindre. Mais elle ne l'a jamais fait. Elle n'a fait que grandir. Joseph hocha lentement la tête. Parce que le feu ne l'a pas seulement prise, elle. Il nous a laissés tous les deux derrière. Le vent hurla plus fort dehors. Dans la cabane, pourtant, un calme étrange s'installa. Léna le regarda alors différemment, non comme l'homme qu'elle servait autrefois, ni comme l'époux qu'elle avait craint, mais comme quelqu'un qui avait traversé la même nuit brûlante qu'elle. Joseph ne détourna pas les yeux. « Tu es revenu, dit-il. Tu as affronté ce que d'autres auraient fui. Ça n'efface pas ce que j'ai fait. » Non, répondit-il. Mais ça montre qui tu es maintenant. Leurs mains restèrent enlacées. Aucun aveu, aucune promesse, seulement une présence. Plus tard dans la nuit, ils s'allongèrent chacun d'un côté de la cabane. Le feu crépitait encore doucement. Le vent gémissait entre les planches, mais le froid n'atteignait plus la même profondeur qu'avant. À un moment, leurs mains se retrouvèrent sous la couverture. Il n'y eut ni baiser, ni geste précipité, seulement une chaleur partagée, une respiration qui se mêlait, une petite paix qui prenait forme entre deux êtres meurtris.
Dans cet espace où la culpabilité touchait enfin la possibilité du pardon, l'hiver perdit un peu de sa morsure. Le printemps commença à effleurer les lisières de neige. Joseph s'était mis à réparer l'ancien poste de relais, l'endroit où il avait trouvé Léna, recroquevillée contre son cheval, presque morte. Maintenant, ce lieu renaissait. Il redressait les poutres, remplaçait les planches, taillait des cadres de fenêtres dans du cèdre. Léna restait. Pas parce qu'il l'y invitait, mais parce que quelque chose en elle refusait désormais de partir. Chaque matin apportait des sons nouveaux, des rires étouffés, le choc d'une tasse contre la table, le froissement de sa jupe dans la lumière du jour. Un matin, elle sema la première rangée de graines dans le jardin dégelé, courges, haricots, quelques fleurs sauvages. Joseph l'observait depuis le porche. Le soleil reposait sur ses épaules, ses manches relevées, et quelque chose dans sa manière de bouger semblait défier tout ce qu'ils avaient traversé. Elle cuisina des petits pains d'orge, cousit des rideaux à partir d'un drap rescapé, celui de Margaret, et les accrocha aux nouvelles fenêtres. Ils étaient irréguliers, mal taillés, mais lorsque le vent passait, ils dansaient comme une prière portée par la lumière. La maison devint un foyer. Non pas reconstruit sur les cendres, mais issu d'elle. Parfois, Léna chantait doucement, presque timidement, et les murs accueillaient enfin une voix qui ressemblait à une promesse. Un après-midi, alors que les nuages menaçaient et que le vent murmurait dans les pins, Léna prit le sentier seule. Elle montait vers le cimetière sur la crête. Il existe des adieux qui n'effacent rien, mais qui ouvrent enfin la porte à une paix que l'on croyait impossible. Ce matin-là, sur la colline balayée par le vent, Léna comprit que le dernier lien avec la nuit du feu devait être posé ici, et nulle part ailleurs. La tombe était simple, une pierre plate où l'on lisait le nom Margaret W. Harding, les dates à demi effacées par le gel et le soleil. La terre, calme, intacte, semblait tenir encore la chaleur d'une vie aimée. Léna s'agenouilla et déposa sur la dalle un mouchoir plié contenant des fleurs séchées, lavande, trèfle rouge, sauge. Sa voix tremblait. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais merci de m'avoir laissé vivre. Je ne gaspillerai pas ce que tu m'as donné. » Elle ferma les yeux. Le silence lui répondit, doux, sans reproche. Derrière elle, des pas approchèrent. Joseph se tenait à quelques mètres, mains dans les poches, la tête inclinée dans un respect silencieux. Longtemps il ne dit rien. Puis d'une voix basse, il murmura. Margaret croyait toujours en la lumière. En la bonté. Même quand personne d'autre n'y croyait. Léna tourna légèrement la tête. Le regard de Joseph était grave, mais apaisé. Et je crois, ajouta-t-il doucement, que tu es une part de cette lumière qu'elle a laissée derrière elle. Le souffle de Léna se suspendit. Le poids qu'elle portait depuis des années ne disparut pas, mais il se déplaça. Devint quelque chose qu'elle pouvait tenir sans être écrasée. Une brise passa, faisant frémir les pétales séchés sur la pierre. Ils restèrent là, non plus comme deux survivants marqués par les mêmes flammes, mais comme deux êtres qui, sans le savoir, avaient commencé à se porter l'un l'autre. Ils redescendirent la colline côte à côte. Sous la neige fondue, les premières fleurs sauvages pointaient déjà, jaunes, blanches, fragiles mais assurées. Des racines neuves. Une vie neuve. Pour la première fois, aucun d'eux ne regarda en arrière. Le printemps s'installa vraiment dans les montagnes. La neige disparut, remplacée par la mousse douce et les violettes sauvages qui bordaient le chemin menant à la petite maison. La demeure que Joseph avait reconstruite se tenait maintenant baignée de soleil, ses fenêtres ouvertes à la brise. Les rideaux improvisés par Léna dansaient doucement, comme un rire léger. L'herbe poussait autour de la pierre du seuil. La fumée qui s'échappait de la cheminée sentait le pain chaud et le café, non plus la survie, mais la vie. Léna enseignait désormais aux enfants de la vallée à lire et à écrire. Quelques heures par semaine, elle s'asseyait sur une couverture devant la maison, une ardoise sur les genoux, patiente, attentive. Elle ne leur apprenait pas seulement les lettres, elle leur apprenait la douceur, la manière de regarder le monde comme s'il pouvait encore être bon. Joseph, lui, continuait de travailler à la forge. Il changeait les fers des chevaux, aiguisait les outils, fabriquait des couteaux pour les chasseurs de passage. Mais quelque chose en lui avait changé. Les lignes de son visage s'étaient adoucies. Ses épaules ne portaient plus toutes les ombres du passé. Il souriait. Pas souvent. Mais quand il le faisait, le sourire restait. Un matin, alors que le soleil montait derrière la crête, Léna se tenait sous l'auvent du porche, les bras croisés contre la fraîcheur. Elle observait Joseph revenir du ruisseau avec un seau d'eau, ses bottes trempées de rosée. Il la vit. Au lieu de passer son chemin comme autrefois, il s'arrêta. Approcha. Fouilla dans sa poche. Il en sortit un mince cordon rouge,
teinté avec des baies écrasées, un peu effilochées aux extrémités. Avec une lenteur presque solennelle, il l'enroula autour du poignet de Léna et fit un nœud. Puis un second. Elle le regarda, les yeux agrandis de surprise. « C'est comme ça, dit-il, que mon grand-père s'est promis à ma grand-mère. Pas de prêtre. Pas de cérémonie. Juste un fil et une parole. » Il resserra doucement le nœud. « Tu n'as rien à dire, ajouta-t-il. Mais ici, c'est ta maison désormais. Et tu es la mienne. » Léna ne répondit pas. Elle se contenta de se pencher contre lui. Ses bras se refermèrent autour d'elle, comme si ce geste avait été retenu depuis des années. Il n'y eut ni témoin, ni foule, seulement le vent, les pins et 2 cœurs qui avaient traversé l'enfer pour se retrouver vivants. Plus tard dans la semaine, Joseph marcha jusqu'à la clôture au bord du chemin. L'ancien panneau à vendre, bancal, rongé par la pluie, pendait encore. Il l'arracha. Le remplaça par une planche neuve, sculptée de sa main. Le bois était sombre, légèrement brûlé sur les bords, mais lisse au centre. Là, il avait gravé 4 mots. Des mots nés du feu. Choisis par l'amour. La porte du porche ne grinçait plus. Elle restait même ouverte, car il n'y avait plus rien à craindre. Aucun fantôme à repousser. Aucun passé à sceller derrière un verrou. Seulement 2 êtres, marqués, transformés, mais en vie. 2 êtres qui s'étaient trouvés dans les cendres. Et qui s'aimaient comme si le feu n'avait jamais rien pris.